Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la cérémonie de retrait du maillot de Patrick Ewing aux Knicks. Ah bah ils ont l'air de bien l'aimer, dis-moi. Ils l'aiment pas, ils le vénèrent. Et franchement, c'est normal. Pat Ewing, le grand Pat, Big Pat, The Beast. Il est né à Kingston, dans le pays de Bob Marley. Ouah, trop cool la zik. Waggy time, quoi. Ouais, enfin sur un parquet, pas vraiment. Long de 213 cm pour 111 kg de muscles acérés, il a tout simplement été l'âme de la franchise de New York pendant 15 saisons. Ça vous classe un bonhomme. Tout a commencé un soir de mai 85 lors d'une loterie de draft qui restera comme l'une des plus contestées de l'histoire et qui permit aux Knicks de récupérer le premier choix grâce à un petit changement de règle de dernière minute. Ah, ce bon David Stern et les gros marchés. En voilà une longue histoire d'amour. Ouais, tout de suite la théorie du complot. Théorie du complot ou pas, toujours est-il qu'on n'en était même pas encore au soir de la draft, mais toute la NBA savait déjà qui nos amis les Knickerbockers allaient choisir quelques semaines plus tard. Faut dire qu'on l'avait vu venir de loin, ce grand pivot qui écrasait tout sur son passage à Georgetown. Bah là, on a juste l'impression qu'il joue au basket avec des enfants, qui sont tout petits, puis lui il est très très grand. Au sein de ces Knicks qui traînent dans les bas-fonds de la conférence Est, et qui viennent à peine de se retrouver orphelins de Bernard King grièvement blessé en mars 85, Patrick va s'imposer tout de suite comme une pièce maîtresse. Il sera même élu rookie de l'année malgré des pépins physiques qui le priveront d'une trentaine de matchs lors de sa première saison. Bon, en même temps, le gars débarque, s'installe direct au poste de pivot et envoie plus de 20 points, 9 rebonds et 2 comptes de moyenne. Ah, il y a des rookies comme ça, ils te changent la vie. Pourtant, New York ne va gagner que 23 rencontres sur cet exercice, et seulement une de plus en 86-87, malgré un Pat tout aussi solide que lors de sa saison rookie, alors que Bob Hill, qui vient de remplacer Hubie Brown, continue de le faire jouer aux côtés d'un autre pivot, Bill Cartwright. Et ouais, parfois le coaching a ses raisons que la raison ignore. Tiens bah d'ailleurs, il s'est fait virer pendant l'été, l'ami Bob Hill. Et Rick Pitino, qui l'a remplacé, a tout de suite remis les choses dans l'ordre. Patrick au pivot et Cartwright sur le banc. Chacun sa place, hein. Désormais décemment entouré avec notamment un rookie du nom de Mark Jackson à la main et toujours le shooter Gerald Wilkins à l'arrière, Pat Ewing emmène les Knicks en play-off pour sa 3e saison dans la grosse pomme. Précisons d'ailleurs que New York ira en play-off tous les ans pendant 13 années consécutives avec Patoche au poste 5. Encore beaucoup trop tendre pour les combats acérés de post-season, les Knicks se feront sortir dès le premier tour par les Celtics de Bird, McHale, Johnson et Parrish. Une déception bien évidemment, mais les dirigeants new-yorkais sentent qu'ils tiennent en Pat Ewing la pièce centrale autour de laquelle construire, le joueur qui va enfin ramener la gloire au Madison Square Garden. Car quand on pense à Pat Ewing, on pense à un gros pivot, protecteur de cercle émérite et rebondeur boulimique. Et c'est tout à fait logique tant le grand Pat était une menace pour tout attaquant qui tentait de venir pénétrer sa raquette. Oui, c'est sa maison, c'est comme ça, et on discute pas. Tiens, rentre chez toi, toi. Voilà, c'est par là ta maison. Avec 2,4 comptes de moyenne en carrière, pour 2894 au total, il me semble que Patrick a bien fait passer le message. Une lutte au poste bas ? Toujours partant l'ami Patrick, et croyez-moi, prendre position sur lui n'était pas quelque chose d'aisé, loin de là. Et comme il gobait l'air bon à base de 10 par match en carrière, on peut le dire sans trembler, Pat Ewing est un pilier sur lequel une grosse défense peut s'appuyer. C'est pas Pat Riley qui va venir nous dire le contraire, mais ça, nous y reviendrons plus tard. Pourtant, quand il est arrivé en NBA, le gros point fort de Pat Ewing était bel et bien ses bases très solides en attaque. Des bases sur lesquelles il s'est appuyé année après année pour scorer inlassablement. Ses petits hooks parfaitement maîtrisés, sa mobilité malgré ses faux airs un peu pâteaux, ses gros dunks et son footwork digne des plus grands ont fait de lui un cauchemar pour tous les défenseurs qui ont dû se le coltiner. En plus, Pat était tout à fait capable de s'écarter du cercle pour shooter, avec notamment sa spéciale, ce joli petit turnaround jump shot ligne de fond qu'il rentrait les yeux fermés. Très difficile à exécuter et encore plus à défendre. Il pouvait même planter à 3 points si la situation l'y obligeait. Pat Ewing était donc un pivot très complet, un des tout meilleurs de l'histoire NBA. C'est pas moi qui le dis, c'est le gros Shaq. Et vous savez ce qu'on fait quand le gros Shaq parle ? On se tait. No, you know what? A lot of people when they talk about the greats, Patrick Ewing name never comes up, but I'm putting Patrick Ewing names in there as one of the greats. You know, he was a great competitor. Tout ému le Shaq. Enfin bref, à l'été 88, les Knicks eurent la bonne idée d'échanger Bill Cartwright contre Charles Oakley. Ce trade marque le début d'une nouvelle ère pour New York, car avec cette paire d'intérieurs, les hommes de la Big Apple ont désormais de quoi voir venir sous le cercle. Cette saison-là, avec 52 victoires au compteur, les Knicks réalisent d'ailleurs leur meilleure saison régulière depuis 72-73, année de leur dernière bague. Mais les Bulls de Jordan, Pippen et Grant les sortiront en demi-finale de conférence. Ça commence. Pour l'exercice 89-90, Stu Jackson reprend les rênes de l'équipe et Pat continue de progresser. Il poste une de ses meilleures lignes statistiques, presque 29 points de moyenne accompagné de 11 rebonds et 4 comptes par match, ce qui lui vaudra d'être élu dans la All-NBA First Team pour l'unique fois de sa carrière.
Mais les Knicks doivent affronter les grands Celtics au premier tour de play-off et se retrouvent rapidement menés 2-0 dans la série. C'est le moment que Pat choisit pour se transformer en The Beast et envoyer 3 matchs monstrueux d'affilée. 33 points et 19 rebonds, suivi de 44 points, 13 rebonds et 7 interceptions, puis 31 points, 8 rebonds et 10 passes décisives, histoire de finir le boulot. Il leur a tout fait. Café, clope, petit déjoli, salade, tomates, oignons, œufs, jambon, fromage et pièces montées en dessert. Cependant, en demi-finale, les Bad Boys, tenants du titre et futurs champions, ne feront qu'une bouchée de Patrick et ses petits amis. Et la saison suivante, la frustration grandit encore pour Pat. Une qualification ric-rac pour les playoffs et une grosse fessée reçue d'entrée par des Bulls en route vers leur premier titre, avec au passage une postérisation passée à la postérité. Pouf! Là, il en a vraiment marre le grand Pat. Il quitterait bien la ville qui ne dort jamais. Mais les dirigeants font ce qu'il faut pour garder celui qui est alors 5e scoreur, 5e rebondeur et 3e contreur de la ligue. Et c'est là que Pat Riley intervient. Au démarrage de la saison 91-92, John Starks est déjà là depuis 1 an. Anthony Mason vient d'arriver, et c'est Pat Riley qui se retrouve à la tête de cette équipe, dont il va faire une machine rugueuse et défensivement très très solide. Et ça marche. Un état d'esprit bien spécifique se développe sous la houlette du coach à la gomina. John Starks pourrait se faire écorcher vif sur le parquet. Anthony Mason et Charles Oakley sont 2 soldats avec lesquels peu de joueurs ont envie de se frotter. Et Pat joue son rôle de pierre angulaire. Il score avec application, engrange les rebonds et contre à foison. Ces Knicks commencent à faire peur. Les Pistons ne sont cette fois-ci pas assez costauds pour résister au premier tour. Ensuite, ce sont encore les Bulls qui se dressent sur la route de Patrick et sa bande. Et cet affrontement va donner lieu à une série d'une intensité rare. Une série que Ewing entamera par un match à 34 points, 16 rebonds et 6 contres, histoire de bien faire comprendre à tout le monde que la plaisanterie a assez duré. Seulement voilà, en face, Michael Jordan et ses compères n'étaient pas non plus du genre à lâcher l'affaire. Et même si Pat va arracher le droit de disputer un match 7, en plantant 27 points dans le Game 6 malgré une cheville en vrac, ce sont bien Mike et ses taureaux qui filent en finale de conférence. 2 de ces Bulls feront d'ailleurs le voyage vers Barcelone avec Patrick pour participer à la démonstration offerte par la Dream Team cet été-là. Ah, ça fait du bien de gagner un petit trophée de temps en temps, hein, Pat? Et que dire de l'exercice 92-93? L'effet Riley continue déjà, avec une saison régulière éclatante de la part de Ewing et ses Knicks, qui totalisent 60 victoires et se classent premier à l'Est. Là, c'est tout New York qui murmure. Ça y est, c'est l'année des Knicks. On t'entend, Spike. Bon, Pat trouve quand même le moyen de se faire humilier par Muggsy Bogues, qui lui arrive à peine au nombril, mais en play-off, les Pacers et les Hornets ne feront pas le poids lors des 2 premiers tours, et Patrick découvre enfin l'odeur d'une finale de conférence. Pourtant, les Knicks ont toujours le même souci sur le chemin qui mène à la bague. Des taureaux, le meilleur joueur de tous les temps et une défaite à l'arrivée. Les Knicks menaient 2-0 dans cette série. Mais non, Pat, les finales, c'est pas encore pour cette année. Et franchement, au mois d'octobre suivant, à l'annonce de la retraite de Jordan, la grande famille de la NBA a été sous le choc. Mais chez les Ewing, on a accusé le coup environ 4 secondes. Puis on a sabré le champagne. Pas de Jordan, la voie est enfin libre. Et une fois en play-off, les Knicks croisent la route des Bulls, qui viennent de perdre leur chef mais qui n'ont pas l'intention de se laisser manger dessus sans rien faire. Enfin, en tout cas, il me semble que Scottie Pippen a été assez clair sur ce point, hein, Pat? Mais New York sort vainqueur de cette demi-finale en 7 matchs, et gagne le droit d'aller affronter les Pacers de Reggie Miller. Il leur faudra également 7 matchs pour franchir l'obstacle Indiana, dans une série que ce bon Reggie et Spike Lee ont rendu mythique. Les Knicks ne sont pas passés loin d'une nouvelle énorme désillusion, puisqu'ils étaient menés par plus de 10 points, chez eux, à l'orée du 4e et dernier quart d'un Game 7 irrespirable. Moment que le grand Pat choisit pour ressortir une fois de plus son costume de bête furieuse. Résultat, Pat Ewing finit la rencontre avec 24 points et 22 rebonds. 21 ans après, les Knicks vont goûter à nouveau au final NBA. Ewing est aux anges, son émotion est palpable, le titre n'est plus très loin. Ces finales face aux Rockets seront le théâtre d'un combat dantesque entre 2 immenses pivots qui se connaissent bien, puisque Pat a déjà battu Hakim lors des finales NCAA de 84. The Dream contre The Beast. Les deux courent après une bague depuis une dizaine d'années. Olajuwon vient d'être élu MVP de la saison. Ewing est le patron d'une des meilleures défenses du pays. D'ailleurs, cette série sera placée sous le signe des barbelés et du contact rugueux, puisqu'aucune équipe ne dépassera 93 points dans un match. Encore une fois, il faudra 7 matchs pour départager les 2 équipes. Encore une fois, Ewing se battra comme un lion. Encore une fois, il enverra des lignes de stats monstrueuses, mais à la fin, c'est Hakim qui va l'emporter et qui sera MVP de ces finales. Dur, très dur à avaler pour Ewing et ses Knicks. En 94-95, toujours sans Jordan, la conférence S reste un terrain de jeu apprécié par Patrick et ses compères. Mais en demi-finale de conférence, les Pacers de ce trash talker ultime qu'est Reggie Miller joueront un sale tour aux finalistes sortants et les élimineront en 7 matchs, malgré ce tir au buzzer de Pat pour faire gagner le Game 5.
Mais il ratera aussi de très peu ce lay-up en fin de game 7. Ah bah décidément mon patounet, s'il sort sans mêle en plus. À l'orée de la saison 95-96, le paysage change considérablement. Michael Jordan est revenu, Pat Riley est parti au grand désespoir de notre numéro 33. Et c'est Don Nelson qui arrive sur le banc de New York, mais il n'y restera pas longtemps. Oui mais non Don. Ici le small ball en mode run and gun, c'est pas trop le style de la maison, tu vois. Rapidement, Jeff Van Gundy débarque au coaching, ainsi que Larry Johnson et Alan Houston en 96, puis Latrell Sprewell en 98. Plus créatif, plus offensif et toujours articulé autour d'un Ewing encore considéré comme le franchise player, les Knicks continuent d'aller en play-off tous les ans, mais ne dépassent plus les demi-finales de conférence. Pendant cette période, mis à part une très vilaine blessure au poignet et une suspension aussi injuste que fatale contre le hit d'un certain Pat Riley, il ne se passe pas grand-chose pour Ewing et ses Knicks, jusqu'à cette fameuse épopée de 99. Alors qu'ils se sont difficilement qualifiés pour les playoffs, et alors que Ewing a 36 ans, les Knicks vont nous gratifier d'un parcours fabuleux au sein de la conférence Est. Luttant contre une blessure au talon d'Achille, le grand Pat fait de son mieux, mais ne peut pas peser autant qu'il le voudrait, et il laissera même ses coéquipiers à partir du 3e match de cette série de finale de l'Est contre les ennemis jurés d'Indiana, qui ne pourront d'ailleurs que subir face à l'abnégation et le talent de ces soldats new-yorkais privés de leur leader charismatique. Mais en finale, San Antonio et ses Twin Towers ne feront aucun cadeau, et le manque de taille occasionné par l'absence de Ewing sera insurmontable pour les Knicks. Regardez depuis le banc son équipe jouer et perdre une finale NBA. Il y a quand même des moments bien pourris dans sa carrière quand même, hein. Ouais. L'exercice 99-2000 sera le dernier d'Ewing sous le maillot des Knicks. Il a désormais 37 ans, mais s'est refait un peu la santé et tourne encore à plus de 15 points et 10 rebonds par rencontre. Il sera même très clutch en demi-finale de conférence contre le Heat avec cet énorme dunk sur la tronche de Zoe Morning qui scellera la série à un peu moins de 30 secondes de la fin du match 7. Mais les Pacers stopperont New York avant d'aller se faire maltraiter par le Shaq et les Lakers en finale NBA. C'est à la suite de cette campagne encore une fois infructueuse que les Knicks trade Ewing à Seattle. Envoyez Pat finir sa carrière à l'autre bout du pays, on s'attendait sûrement un peu plus d'élégance de la part d'une aussi grande franchise. Il n'y passera qu'une seule saison et filera au Magic pour un ultime baroud d'honneur, avant que du haut de ses 39 ans, le grand Pat ne raccroche définitivement ses sneakers. Un jour, Michael Jordan a dit « Quand vous pensez à New York, vous pensez à Patrick Ewing ». Il avait raison. Mis à part peut-être Walt Frazier ou Willis Reed, aucun joueur ne peut prétendre avoir fait plus pour les Knicks que Patrick Ewing. Le grand Pat aura tout donné pour New York. Il aura fait vibrer cette salle mythique qu'est le Madison Square Garden. Il a sué sang et eau pour aller chercher une bague de champion sans jamais être récompensé, mais sans jamais renoncer. Double Hall of Famer, plus gros scoreur, plus gros rebondeur et même plus gros intercepteur de l'histoire des Knicks, on peut nous dire tout ce qu'on veut, qu'il n'a pas gagné de titre, qu'il n'a jamais été MVP, mais dans nos cœurs de fans NBA, Pat Ewing est New York. I always will be a Knick, I always will be a New Yorker. Thank you very much.